Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre journal de 20 heures sur Mat News. Tout d'abord les titres. Une importante manifestation s'est organisée à Paris à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le collectif Némésis s'est réuni au square de Temple où des militants antifascistes ont tenté de les intimider. 3 personnes qui faisaient partie du cortège manifestant contre la venue de Jordan Bardella à Saint-Malo ont été blessés par une grenade de maintien de l'ordre. C'est officiel, le LOSC a fait le boulot pour recoller au podium face au Paris FC hier soir. Victoire 4-2 des Dogs, on fera le point tout à l'heure. Et pour commencer, après le 8 mars bis repetita, des manifestations ont été organisées dans plusieurs villes de France ce samedi 22 novembre pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À Paris, le collectif Némésis s'est d'abord rassemblé au square du Temple avant de s'élancer dans la marche. Le groupe mené par Alice Cordier était encadré par les forces de l'ordre. Ces dernières ont d'ailleurs empêché des antifascistes de s'en prendre aux militantes. On écoute tout de suite Anaïs qui était sur place. Là-bas, on a les gauchistes qui hurlent Némésis, on n'est pas avec vous, les féministes sont antifa. Et de l'autre côté, c'est ça la France qu'on aime, c'est ça les femmes de France. Mais la manifestation n'a pas pu aller jusqu'à Nation, tout simplement à cause des blocages de la gauche. Tout de suite, un reportage de Mathéo Leroc. Le rendez-vous était à 14h pour les sympathisants et sympathisantes, mais aussi militantes du collectif Némésis pour un long cortège pour la journée de lutte contre des violences faites aux femmes. Ce samedi, la manifestation a eu lieu rue du Temple, au square. C'était le point de rendez-vous et s'est déroulé dans une atmosphère très tendue par la présence de nombreux antifas qui étaient présents pour insulter, en découdre et empêcher cette manifestation pacifique. Peu avant l'arrivée des sympathisants, une horde de gauchistes a infiltré le square et a tenté de mettre un terme à cette manifestation, mais cela n'a été en aucun cas le cas puisque la police est intervenue. La manifestation s'est par la suite passée dans le bonne humeur suite à des chants pour charrier un petit peu les gauchistes qui insultaient tous les sympathisants autant que les militantes. Le mot facho, mot favori de l'extrême gauche, a été prononcé environ 1200 fois au cours du passage du cortège. Un événement qui a été beau dans la lutte contre les violences faites aux femmes, une belle initiative du collectif Némésis. Et on se demande maintenant si l'extrême gauche ne tue pas les manifestations, puisque samedi a eu lieu la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et évidemment, il y a eu ce cortège magnifique tiré par le collectif Némésis, un collectif féministe. Et cette manifestation ne s'est pas passée comme prévu, puisque de nombreux manifestants contre cette manifestation étaient présents tout au long du cortège qui devait partir jusqu'à Nation. De nombreux manifestants d'extrême gauche et dangereux ont d'ailleurs été filmés. On vous laisse avec ces images qui font très peur. Le camp du bien. Ils disent ce mot depuis des années, mais regardez ces images. Regardez ce respect envers les forces de l'ordre qui protègent un cortège pacifique. En effet, ces gens sont dangereux et il faudrait peut-être penser à enfermer la racaille. Une fois encore, la gauche nous montre qu'ils ne sont pas capables de débattre. Une manifestation qui ne les intéresse pas, elle ne doit pas exister. C'est aussi simple que ça. Les avis politiques divergents n'existent pas pour eux. Pour eux, ils sont la solution. Mais quelle solution pour une France en perte d'harmonie à cause d'eux? Ici, le chaos, la terreur, la peur.
qu'aurait-elle fait s'il n'y avait pas les forces de l'ordre pour protéger ce magnifique cortège? Qu'aurait-elle sorti de sa poche? Peut-être une arme blanche. On ne le saura jamais parce que cette personne ne l'aurait pas fait. Elle n'aurait pas eu le courage. Et évidemment, la gauche n'a rien d'être la solution. La venue à Saint-Malo ce dimanche 23 novembre 2025 de Jordan Bardella a attiré dans la cité corsaire plusieurs centaines de sympathisants du Rassemblement national venus faire dédicacer ce que veulent les Français, le dernier livre du leader du RN. Entre 1500 et 2000 sympathisants du RN étaient attendus. Arrivé à 14h, Jordan Bardella reçoit ses admirateurs jusqu'à 19h dans une salle de l'hôpital Océania située près du Sillon. Les gens continuent d'affluer, on pense accueillir entre 1500 et 2000 personnes, estimé vers 15h Dylan Lemoine, le responsable local du RN. 200 manifestants étaient cependant présents pour s'opposer à la venue du président du RN. En marge de la venue du leader d'extrême droite, un rassemblement a été organisé à l'appel de plusieurs partis et associations représentant la gauche malouine. Environ 200 manifestants ont répondu à l'appel. Une centaine de policiers, donc des CRS, ont également été déployés sur place. La manifestation plutôt calme a soudainement pris une autre tournure vers 14h30 à hauteur de la chaussée sur Sillon. Ils ont vu un projectile arriver sur eux. Ce qui pensent être une simple grenade assourdissante de maintien de l'ordre de type Condor a été lancée au milieu des manifestants. Plusieurs petits morceaux de caoutchouc ont été projetés lors de son explosion. Il cite « On a vu le projectile arriver sur nous et exploser en tombant par terre. Ça a été balancé depuis le cordon de la police. » Ont expliqué au pays malouin plusieurs témoins de la scène sur place. 3 personnes, un homme d'une trentaine d'années et 2 femmes âgées de 76 ans, ont été légèrement blessées au niveau des chevilles et prises en charge par les pompiers. Le président du Rassemblement national s'est également rendu ce dimanche pour rencontrer les agriculteurs. Ça va? Ouais. Ça va? Bonjour. On peut changer? Ouais, ça déboîte ici. Ça marche. Ce sera plus simple. Ça va? Ça va, Bandade? Ouais. Bienvenue en Bretagne. Merci. Donc, t'es sûr? Très bien. 40 ans, c'est une bonne femme. Je vais juste déposer ça dans la voiture. Merci. C'est à côté de toi. 3 km. C'est ma commune là, Valpoënon. Ouais, ouais, j'ai vu que c'était chez toi. Ouais. Ouais, la gauche, ouais. La première là-bas, t'as des formations. Voilà, c'est clair. Comment allez-vous? Très gentil, merci à vous. C'est vraiment un Il leur apporte tout son soutien et espère lutter contre le Mercosur. Toujours en sport, et c'était hier soir à Pierre-Mauroy, poussé dans ses retranchements, le LOSC a fait le nécessaire pour la victoire face au Paris FC, 4-2 ce dimanche soir au stade Pierre-Mauroy en clôture de la 13e journée de Ligue 1. D'abord pris au piège, les Dogs ont peu à peu repris l'avantage et lancent de la meilleure de manière leur fin d'année 2025. Et c'est un Giroud qui met fin à la disette. L'hémorragie a été stoppée, mais le LOSC ne s'en contentera certainement pas. Après 2 défaites de rang, les Dogs n'ont pas pu que limiter le casse face à un Paris FC toujours joueur, car si le LOSC mettait globalement les pieds sur le ballon, lors des premières minutes, les Parisiens étaient les premiers à piquer. William Goebbels faisait courir 2 gros frissons dans la défense lilloise. Finalement, puni par l'opportunisme de l'attaquant parisien qui suivait bien la frappe de Vincent Marchetti repoussé par le poteau. 1-0 à la 11e minute de jeu. Douché mais pas coulé, le LOSC tentait de répondre dans l'immédiat, mais ni la tête trop axiale d'Olivier Giroud à la 16e minute de jeu, ni sa frappe en pivot qui manquait de peu le cadre 22e minute ne suffisait. Assez apathique et ronronnante pendant un gros quart d'heure, la troupe de Bruno Genesio retrouvait de l'allant avant la pause. D'un petit pas festival solitaire, Osama Sahraoui initiait un joli mouvement collectif conclu par Olivier Giroud qui sonnait la révolte.
Un partout à la 40e. Revigorés, les Dogs voulaient renverser la table en quelques minutes, mais Kevin Trapp s'interposait sur les tentatives de Giroud et d'Hamza du visage. Et c'est une réaction, le LOSC qui prend les 3 points à force de patience. Le LOSC allait finalement parvenir à ses fins et définitivement inverser la tendance d'un match bien mal embarqué. Ce n'était pas grâce à Chancel Mbamba, encore proche d'être le héros, mais lui aussi écœuré par Trapp, mais bien par cet infernal Olivier Giroud, buteur sur un penalty intelligemment obtenu par l'entrant Akon Aratsson. 2-1 à la 77e. Sur sa lancée, le LOSC profilait d'une nouvelle erreur de Marchetti, déjà fautif sur le penalty concédé quelques instants plus tôt, pour enfoncer le clou grâce à Aïssad Mandi, 3-1 à la 80e. De quoi se bâtir une avance définitive, loin de là, avec ses Dogs jamais tranquilles. Le PFC ne rendait pas les armes. Lohan Doucet, profitant même de l'apathie générale dans la surface pour relancer le suspense grâce à son déplacement en retrait. 3-2 à la 84e minute de jeu. Le LOSC jouait à se faire peur et Chancel Mbamba était obligé de sortir de sa boîte pour éteindre l'incendie. 88e minute et rassurer son monde. Marius Brolum clôturait même la faute en obtenant un nouveau penalty et en se faisant justice lui-même avec une superbe panenka. Non sans mal et sans pleinement rassuré sur la 90 minutes, le club nordiste assurait l'essentiel, retrouver le goût de la victoire pour mettre fin à cette vilaine dynamique et s'adjuger la 4e place de Ligue 1 et ainsi aborder ce capital dernier bloc de 2025 du bon pied. Une timide résurrection a confirmé dès jeudi face au Dynamo Zagreb où les Dogs joueront aussi et déjà gros confortablement. Et on revient sur du sport puisque hier soir avait lieu la finale de la Copa Sudamérica 2025. Si vous ne savez pas ce que c'est la Coupe d'Europe, donc la C3, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'Europa League. Et face à un Atlético Mineiro annoncé à raison largement favori, Lanús a réussi à tendre un redoutable guet-apens qui permet aux Grenates de décrocher sa 2e étoile. Sur le papier, il ne devait pas y avoir photo face à un Atlético Mineiro finaliste de la dernière Libertadores et son lot de stars. Lanús savait que sa chance de le renverser les montagnes tiendrait sur une organisation parfaite et une discipline collective infaillible. On se doutait aussi que la bande à Mauricio Pellegrino avait les moyens de faire mal à Galo Sampaoli, qui manque de présence dans les couloirs et s'obstine à passer par l'axe, et c'est exactement ce qu'il s'est passé. D'entrée de match, la Grenate a fermé l'axe pour miser sur sa verticalité pour poser des soucis dans les couloirs. Ne trouvant pas de solution ni de délai, l'Atlético Mineiro a foncé tête baissée dans le piège et s'est englué dans un match où la lutte et l'impact a pris le dessus sur la créativité et l'audace. Il n'y a eu donc que très peu d'occasions. La plus belle, la seule, était le coup franc de Bernard sur le poteau de Losada et le 0-0 du premier acte semble parti pour durer. Certes, comme les montées d'Igor Gomes ou les tentatives individuelles de Dudu généraient du danger, on sentait que l'Atlético Mineiro pouvait prendre les devants. Les solutions manquées. Hulk, totalement isolé, finissait par se noyer alors que Bernard puis Dodu, les 2 meilleurs sur le terrain, étaient sortis par Sampa. Peu de silence. Au final, un match d'un fort ennui et une énorme balle de match pour Biel en prolongation. Tel est le résumé de la rencontre. Tout s'est joué au tir au but et d'une séance qui fut épique par les interventions de Losada et Everson, par l'improbable raté de Locha Acosta et par enfin une dernière parade de l'homme du match, Nahuel Losada, qui offre au club Barrio Mas Grande del Mundo un deuxième titre en Sudamérica au terme de sa 3e finale en 11 ans et plonge le galop encore plus loin dans une saison totalement ratée avec une 2e finale continentale perdue en 2 ans. Et bien évidemment, on attend évidemment la finale de la Copa Libertadores, une finale de Ligue des Champions, Palmaras contre le Flamengo.
Et on rappelle évidemment que c'est un match sous haute tension, rivalité maximum entre les deux équipes. Et on espère que cette finale se passera sans pépin. On écoute tout de suite le coach qui recadre ses supporters. S'écrier au bord du terrain faisait gagner les matchs. Carlo Ancelotti ne serait pas l'entraîneur le plus titré de l'histoire en Ligue des Champions. Chaque sa façon de le faire et j'ai la mienne. Le jour où les dirigeants penseront qu'il faut quelqu'un pour faire le show, pour les fans, je ne serai plus la bonne personne. Pour le poste, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Diriger mon équipe comme je sais le faire. Si ça gêne les fans, qu'ils cherchent un autre coach. Et le portrait de la semaine, cette fois-ci on s'intéresse à Arthur, jeune du PTT 17e, le Paris tennis de table du 17e arrondissement. Il est de nouveau sur les rails pour devenir très très bon, compétiteur depuis son plus jeune âge et aujourd'hui âgé de 17 ans. Il espère vraiment atteindre ce niveau qu'il aime tant, ce niveau qu'il en rêve depuis sa plus tendre enfance. Il souhaite jouer en national et pour l'instant ses compétitifs se sont très bien déroulés. Hier, le jeune prodige a vaincu ses adversaires 3-7-0 pendant les poules. Malheureusement en barrage, c'est une défaite 3-1 face à Châtillon, un gamin tout comme lui qui était passionné par ce sport qu'est le tennis de table, mais c'est évidemment lors du match à élimination directe, 3-0 face à Levallois-Perret. Le jeune homme était bien au-dessus. Pourtant, il n'était que débutant dans cette compétition. Lui qui n'avait plus pratiqué la compétition depuis 5 ans. Il s'est donné à fond et a su montrer qu'il était parmi les meilleurs joueurs de son club. Pendant les points de classement, lui, il a pu se classer parmi le top 6 et possiblement monter en D3. Très bel effort de sa part, lui qui joue encore en jeune. Il est un avenir dans le ping-pong et peut-être un futur grand, un futur Lebrun, un futur Gauzy. Et puis on espère pour lui qu'il réussira. Évidemment, on le retrouvera très bientôt, peut-être sur les cours, les WTT, les championnats internationaux et peut-être même les championnats du monde. Et bientôt aussi les Jeux Olympiques. Merci de nous avoir suivis pour notre journal. J'ai été ravi d'être dans votre compagnie. Nous vous retrouvons donc lundi prochain pour une nouvelle édition de notre journal sur MathNews. Nous vous remercions, nous remercions toutes les équipes techniques qui étaient derrière nous. Nous remercions évidemment nos reporters, ceux qui ont fait le déplacement aux différents événements. Évidemment, nous remercions notre rédacteur en chef et évidemment, nous remercions nos journalistes. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Merci d'avoir suivi MathNews. À bientôt.